Léo sentit son visage assailli par quelque chose de frais et humide. Il pleut. Puis il entendit des voix. Beaucoup de voix. « Est-ce qu'il va bien ? Ne restez pas là, on s'occupe de lui !» L'adolescent ouvrit les yeux et vit un ciel grisâtre bloqué par un homme en uniforme d'infirmier. « Ah ! Il se réveille !» Ses collègues se précipitèrent autour du garçon. « Restez avec nous, tout va bien se passer !»« Je suis... blessé ?» Il tenta de se redresser sous le regard surpris des passants. L'un des infirmiers paniqua. « Ne bougez pas, vous allez vous faire mal !» Léo ne sentit aucune douleur particulière. « Ne vous inquiétez pas, je vais bien. » Puis il jeta un œil à ses mains, couvertes de sang. Toute trace de fatigue disparut en un instant alors qu'il sentit son souffle se couper. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Il se retourna et crut que son cœur allait s'arrêter lorsqu'il vit une voiture arrêtée à moins de 2 mètres de son nez. « What the ?» Commençant à se sentir trembler, il observa ses alentours et reconnut immédiatement la rue Sainte-Catherine. Il y faisait froid. Un froid hivernal. Une voiture, la rue Sainte-Catherine, un jour d'hiver et visiblement un accident dont il avait été la victime. Tout ça n'a été qu'un rêve. Pourtant, le garçon était habillé différemment. Il portait une simple veste noire couvrant une chemise blanche, enfin rouge au vu du sang qui la recouvrait. La dernière fois qu'il l'a portée, c'était quand... Un torrent d'images lui revint en tête. La victoire de son père à l'euro-million grâce à l'utilisation de ses pouvoirs de manipulation temporelle, son arrivée dans la maison des dieux avec les multiples stans, et la punition qu'il avait décidé sciemment de recevoir. Était-ce ça sa punition ? Un retour dans le passé ? Il observa la foule qui le regardait avec grande inquiétude, puis son regard se posa vers un des infirmiers qui observait avec attention et inquiétude chacun de ses mouvements. « Excusez-moi, mais quand sommes-nous » L'homme fut surpris par une telle question. Quand sommes-nous ? Nous sommes le 13 janvier... De quelle année ? Demanda immédiatement Léo. Il savait déjà qu'il n'allait pas aimer la réponse. L'homme eut l'air d'avoir compris quelque chose d'important. Nous sommes en 2015. L'espace d'un instant, le garçon crut qu'il allait disjoncter en entendant qu'il avait atterri 6 mois dans le futur. 2015, oui. L'infirmier se tourna vers un de ses collègues. « On a un amnésique, les gars !» Puis il s'adressa à nouveau au garçon. « Vous vous souvenez de votre nom ?» Léo, n'aimant pas être traité d'amnésique, répondit immédiatement et sèchement. « Léo Davis, monsieur. » Des voix s'élevèrent dans la foule. « Léo Davis ? Ce serait pas le garçon qui aurait disparu ? » ?»« Maman, c'est le garçon de la télé !»« Disparu ? Quoi ?» L'infirmier le regarda avec des yeux ronds. « Léo Davis ? En êtes-vous certain ?» L'espace d'un instant, le garçon hésita. Eh bien oui. Pourquoi est-ce que je ne me souviendrai pas de qui je suis ?» L'infirmier fut pris d'un doute, mais n'oublia pas pourquoi il était là. « Non, pour rien. Vous semblez ne pas avoir mal. Vous n'avez rien du tout ?» Léo bougea légèrement ses bras et ses jambes couvertes de sang. « Nope, je n'ai pas mal. » Voyant l'expression plus qu'inquiète de son interlocuteur, il rajouta « Pas mal du tout ?» Il était difficile de savoir qui de l'homme, du garçon ou de la foule était le plus confus. « C'est un miracle ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Maman, est-ce que le garçon va bien ?» L'infirmier donna quelques instructions à ses collègues qui se mirent à partir en direction de l'ambulance pour chercher un brancard. Léo fit un signe à l'homme qui ne le lâchait pas des yeux. « Laissez, je pense que je peux me lever sans problème. » Il s'appuyait sur ses 2 mains et réussit à se lever au son des cris d'effroi des passants, puis observa de façon plus rigoureuse l'état de ses vêtements. Rien à faire, ils étaient bons pour la poubelle. Sa manche droite était en charpie et le côté droit de son pantalon légèrement déchiré. Et quand bien même aurait-il pu les rafistoler, le sang encore collant et froid avait totalement imprégné le tissu. Dans tous les cas, marcher avec tout ça allait être assez pénible, surtout avec ce froid glacial. Il vit plus en détail la voiture qui venait de le heurter. Une Chevrolet Spark, de couleur rouge, était arrêtée sur la route. Son pare-choc était quelque peu déformé et avait légèrement été repeint avec le sang du garçon. Le conducteur, assis sur le trottoir, était en état de choc. Un infirmier s'adressait à lui, et la terreur la plus terrible s'empara de l'homme lorsqu'il vit que le garçon qu'il avait accidentellement heurté était debout et le fixait.
Il le pointa du doigt. L'infirmier tourna la tête avant de lui aussi être terrifié. Les brancardiers s'étaient apprêtés à sortir leur matériel lorsqu'ils regardèrent en arrière et virent la victime sur ses 2 jambes, et, comme l'infirmier aux côtés de Léo, ils furent paralysés par la peur et l'incompréhension. Léo regarda l'homme le plus proche de lui avec un air interrogateur, ce qui ne manqua pas de le réveiller. « Oh, eh bien, on va vous emmener à l'hôpital pour, vous examiner. » Puis, se rappelant de l'identité de la victime, « Et on va aussi appeler la police pour vérifier votre identité avant de contacter vos parents. » Le garçon accepta de manière un peu confuse, et tous 2 se dirigèrent vers l'ambulance, quittant le lieu de l'accident. Le voyage vers l'hôpital se fit en majeure partie dans un silence des plus inconfortables, aussi bien physiquement pour le garçon que pour les infirmiers, qui ne savaient pas comment réagir face à ce miracle. Léo repensa à ce qu'il venait de se passer et sentit encore du sang couler sur son torse. Bizarre, le sang a généralement tendance à s'arrêter de couler au bout d'un moment. Du dos de la main, le garçon recueillit un peu de ce sang visqueux. Il le renifla sous le regard à la fois surpris et dégoûté de son escorte, et, à sa grande surprise, le liquide avait une odeur fruitée. Il le lécha. Le goût était aussi féroce que le sang, mais il y avait autre chose. Quelque chose de sucré, comme si un fruit avait véritablement éclaté au moment de l'impact. Le garçon tira sur la poche de son veston et y sortit la peau d'un fruit éclaté qui était tout aussi rouge que son sang. Il tenta de réfléchir. Jamais il n'avait vu un fruit d'une telle couleur ni d'une telle consistance. De plus, ce goût était assez unique si on le séparait de celui du sang. L'accident, la date, le sang, son absence de souvenir, il n'y avait qu'une seule explication logique. Il avait remonté le temps sur lui-même à cause de l'accident. Mais pourquoi de presque 6 mois ? Ça coïncidait pile avec le jour où ses pouvoirs lui avaient été retirés pour le coup. Ce qui expliquait encore moins le fait qu'il les ait récupérés et ne résolvait en rien la question concernant le fait que tout le monde l'avait considéré comme disparu durant tout ce temps. Qu'est-ce que Stan lui avait fait ? Léo était totalement perdu. La seule chose qu'il désirait à ce moment précis, c'était de revoir son père et sa mère. Léo s'observa dans le miroir de la chambre d'hôpital. Les examens qu'il venait de subir pendant 2 heures étaient peu demandants, mais il pouvait voir la fatigue sur son visage légèrement rond et ses yeux verts soutenus par les cernes qui résultaient des aventures de ces derniers mois, et aussi des nuits passées à traîner sur internet pour discuter avec ses amis. À la grande surprise des infirmiers, le garçon n'avait absolument rien. Les différents spécialistes se suivirent les uns après les autres, curieux de voir la personne qui, dans tout l'hôpital, était désormais connue sous le nom de paradoxe miraculeux. Certains crièrent à la mauvaise blague lorsqu'ils eurent vent du fruit trouvé dans la poche de l'adolescent, mais d'autres rétorquèrent qu'un impact pareil n'aurait pas pu être simulé et qu'il n'y avait eu aucun signe préalable qu'un tournage avait eu lieu ce jour-là. Dans le doute, il valait mieux continuer ses examens. Peu de temps après qu'il eut l'occasion de se laver et de se changer pour quelque chose de certes très sommaire mais bien plus agréable et moins collant, Léo reçut la visite d'un policier qui se présenta comme étant le commissaire Beaumont de la cellule chargée des personnes disparues. Il lui expliqua que ses parents avaient tout fait pendant ces 6 derniers mois pour tenter de le retrouver, même jusqu'à offrir une grande récompense à quiconque le retrouverait. Léo était choqué. Il avait bel et bien disparu pendant tout ce temps. Mais pourquoi ? Nombreux furent les agents dépêchés sur l'enquête, continua le policier, mais leur nombre diminua au fil des semaines pour ne laisser plus qu'une poignée d'agents actifs. Il raconta au garçon que ses parents avaient reçu des faux témoignages et de fausses demandes de rançon de gens malhonnêtes qui n'avaient pas manqué d'être vite retrouvés et arrêtés. Avec un pincement au cœur, il apprit qu'Elsa et Hugh avaient très mal vécu ces moments. Puis le commissaire demanda à l'adolescent quelle était la dernière chose dont il se souvenait. Léo lui répondit « Eh bien, suite à notre victoire à l'euro-million, j'ai décidé de faire un tour dans la rue Sainte-Catherine pour voir tout ce que je pouvais acheter avec tout cet argent. J'ai traversé la rue et puis... » Il hésita. Il n'allait pas non plus lui raconter qu'il avait traversé un portail menant à une dimension où un dieu de la mort, ayant désormais les traits d'un grand chat noir anthropomorphe, a décidé de lui faire... quelque chose.
L'agent ne le croirait pas de toute manière. Plus rien. L'instant suivant, j'étais allongé dans le carrefour 6 mois plus tard et visiblement heurté par une voiture. Le commissaire observa les expressions du garçon et voyait qu'il ne mentait pas. Une question, cependant, lui traversa la tête. « Vous ne vous souvenez pas avoir révélé votre fortune à qui que ce soit, non ?»« À part les membres de la famille, non. On venait tout juste de gagner et on n'avait même pas encore retiré nos gains. » Sentant une crise d'angoisse venir, Léo posa la question qui lui brûlait les lèvres depuis déjà trop longtemps. « Où sont mes parents ? Je veux les voir tout de suite. » Le commissaire se voulut rassurant. « Ne vous inquiétez pas, nous les contacterons une fois que nous serons totalement sûrs qu'il s'agit bien de vous. Je vais vous poser quelques questions auxquelles vous seul devriez être en mesure de répondre. » L'interrogatoire dura une dizaine de minutes, après quoi l'agent, satisfait, déclara au garçon qu'il allait bientôt pouvoir revoir sa famille. L'homme s'absenta et laissa le garçon avec un infirmier qui lui fit la conversation, histoire de l'occuper et ne pas trop le faire stresser. Ce fut au bout d'une longue heure que Léo entendit des bruits de pas dans les couloirs. 2 personnes semblaient marcher très vite. Il se mit à regarder nerveusement la porte depuis son lit. Il les entendit s'approcher, puis il vit sa mère dans l'encadrement, qui s'arrêta net. Son père arriva 2 secondes plus tard. Tous deux furent comme paralysés. Le garçon eut un peu de mal à les reconnaître tant ils avaient perdu du poids. Elsa portait un manteau luxueux mais relativement simple. Ses cheveux avaient blanchi par endroits, donnant un résultat assez choquant. Les cernes, qui avaient pas mal creusé son visage, n'arrangeaient en rien cette sensation de vieillissement prématuré. Hugh avait aussi des cernes assez imposantes et ses rides s'étaient significativement creusées. Il portait un ensemble plutôt chic, mais là aussi assez simple. Il avait à la main le sac que le garçon utilisait pour l'école, contenant des vêtements de rechange tels que le commissaire leur avait demandé. Des larmes commencèrent à monter, puis Elsa se précipita sur son fils, le serrant fort entre ses bras pendant une bonne minute, dans le silence le plus total. Elle recula et laissa son mari en faire de même. « On avait cru qu'on t'avait perdu !» dit-il, l'émotion étouffant à moitié ses mots. « Vous m'avez manqué !» répondit le garçon. Ses parents lui expliquèrent ce qui s'était passé durant les derniers mois. Ils avaient passé tout leur temps à essayer de le retrouver et n'avaient jamais abandonné. Ils furent surpris d'entendre que leur fils avait véritablement oublié ce qui s'était passé, puis furent horrifiés lorsque le commissaire leur expliqua comment et où le garçon avait été retrouvé. Léo tenta tant bien que mal de les rassurer, leur expliquant que tout allait bien et qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Mais les 2 minutes qui suivirent furent assez gênantes, Elsa s'excusant maintes et maintes fois de l'avoir serré aussi fort. Peu de temps après, Hugh donna le sac à Léo, qui y vit des vêtements propres. Il demanda à tout le monde de partir, le temps de se changer, puis une fois cela fait, le commissaire leur annonça que la presse était arrivée et que quelques journalistes attendaient en bas du bâtiment. Il leur proposa de passer soit par devant le bâtiment et d'accepter de lâcher quelques mots à la presse, ou bien sortir discrètement par derrière. Elsa décida de les confronter, car cela faisait bien trop longtemps qu'elle n'était pas passée devant une caméra pour annoncer une bonne nouvelle. De plus, elle savait que beaucoup de gens s'étaient inquiétés et elle préférait les prévenir directement plutôt que de voir quelqu'un d'autre le faire à sa place. Après concertation, il fut décidé d'éviter d'évoquer tout de suite les circonstances de sa réapparition, car ils souhaitaient tout de même rentrer chez eux au plus vite pour prévenir leur entourage. Ils remplirent les quelques papiers nécessaires à la sortie de Léo du bâtiment, puis sortirent par l'entrée principale. Une poignée de journalistes les attendait et tous se mirent à se précipiter sur le garçon pour lui demander un mot. Les caméras furent braquées sur lui, mais ce fut Elsa qui prit la parole, remerciant tout le monde de les avoir soutenus et déclarant qu'ils allaient passer un bon moment tranquille ensemble. Avec l'aide du commissaire, ils se frayèrent un chemin dans la foule, puis ils entrèrent dans la voiture qui avait visiblement pas mal changé depuis la dernière fois. La Renault Clio bleue avait laissé place à une grande Torino noire, témoin de l'amour de Hugh pour les séries américaines des années 70. Ils démarrèrent, puis sortirent du parking sous les flashs des photographes. À la grande surprise du garçon, lorsqu'ils arrivèrent à la maison, il constata que ses parents n'avaient pas déménagé. Ils étaient restés dans la même maison à Gradignan. « Vous n'avez pas... » Son père avait deviné la question qui allait être posée. « Non, Léo. On s'était dit que nous ne pouvions pas changer de maison sans toi. De plus, si tu avais pu retrouver le chemin de la maison et que l'on n'avait pas été là, comment aurais-tu pu nous retrouver ? Ils se sont empêchés de vivre... pour moi ? Léo sentit l'émotion remonter mais se retint de le montrer. Et qu'en est-il de... L'argent ? Ah oui, on l'a récupéré, on l'a mis de côté. On pouvait pas se résoudre à commencer véritablement les festivités sans toi. Elsa lui dit, avec une joie perceptible.
Léo ne put s'empêcher de sourire. « Allez, on y va ?» lui demanda son père. Ils descendirent tous trois de la voiture, puis entrèrent dans la maison. Léo constata que très peu de choses avaient changé. Mis à part quelques meubles qui avaient été remplacés à cause de leur grand âge, la maison était restée à peu près la même. Sur indication de son père, Léo entra dans sa chambre et vit que tout était resté comme avant. La police a bien évidemment fouillé ta chambre de fond en comble pour essayer de trouver un éventuel indice, mais après qu'il soit parti, on a décidé de tout remettre comme c'était le jour où tu as... disparu. Le mot eut du mal à sortir et Léo se doutait bien que les 6 derniers mois avaient été bien plus durs pour eux que ne l'ont été les 2 dernières heures pour lui. Sa mère ne le lâcha pas d'une semelle pour le restant de la soirée, tandis que son père passa différents appels aux autres membres de la famille, les invitant à venir dans la semaine pour fêter les retrouvailles. Le repas se fit non sans échange de paroles et d'anecdotes plus ou moins heureuses. Le garçon voyait très clairement la joie et le soulagement que ses parents dégageaient. À 22h, il décida d'allumer son ordinateur pour annoncer son retour au reste du monde. Ce fut une erreur assez grossière puisque à peine eut-il posté le message sur Facebook qu'il fit face à un torrent de messages d'amis et de connaissances. Il reçut une vingtaine de notifications Skype lorsque celui-ci s'alluma sans qu'il le veuille et il se sentit obligé de répondre à tout le monde jusqu'à 1h du matin, sous le regard amusé et rassuré de ses parents. Épuisé, Léo décida d'aller se coucher. Il hésita un instant à aller voir une certaine divinité pour obtenir des explications en bonne et due forme, mais, se disant qu'il ne tiendrait pas debout, préféra attendre le lendemain.